est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé. Il y a le handicap que l'on voit et celui que l'on ne voit pas. Celui avec lequel on est, celui qui nous tombe dessus, rapidement ou non. Il y a le handicap unique ou ceux qui se cumulent. Le sien et celui des autres, semblables ou différents. Celui que l'on porte et celui que l'on accompagne. Derrière le handicap, il y a une infinité de situations, d'expériences, de vécus. Bonjour et bienvenue dans Demain la santé. Aujourd'hui, nous parlons donc de handicap et plus spécifiquement de comment est-ce que l'on parle du handicap. Et pour cela, je suis accompagnée par Léa Hirschfeld. Léa Hirschfeld, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci d'y avoir répondu. Vous êtes entre autres la créatrice du podcast Décalé, qui porte donc sur le handicap au travers de récits de vie de personnes handicapées, mais également de leur entourage. Et pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre démarche et de son origine ? Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai créé ce podcast en mai 2021. Il est sorti en mai 2021, mais c'est le fruit quand même d'une année à discuter avec des personnes concernées par les handicaps directement et indirectement. Donc, personnes concernées et leurs proches. Je me suis intéressée à ce sujet, moi d'abord parce que mon grand frère a un trouble neurologique. Donc, j'ai grandi avec ça à la maison. Ça prend pas mal de place, mais on en parle très peu à l'extérieur. Donc, c'est vraiment à partir de ce constat qu'il y avait quand même beaucoup de préoccupations et une grande solitude finalement dans la manière de le vivre en société, que je me suis dit qu'il fallait essayer de faire du lien un petit peu entre toutes les personnes qui vivaient ces expériences. Parce que on peut s'inspirer les uns les autres. Clairement, il y a plein de solutions, il y a plein de choses à apprendre dans les vécus. Et voilà, c'est un petit peu vécu et constat qui m'ont amené à créer ce podcast. Et du coup, pourquoi le format audio ? Parce que j'aime l'intimité de l'audio. Je voulais que des gens puissent écouter des récits de vie en laissant une place à l'imaginaire en fait, parce que on plaque souvent un visuel entre guillemets sur une personne handicapée. Alors ça va soit être en fauteuil très souvent, ou alors un visage d'une personne trisomique, ou alors des choses comme ça un petit peu stéréotypées. Et je voulais que là au contraire en fait on puisse vraiment entendre une vie et pas du tout se calquer sur une apparence. Et je voulais que ce soit quelque chose que les gens puissent emmener partout, parce que clairement le podcast, les gens l'écoutent aussi bien en voiture que dans la douche, que au lit, lové dans un canapé. Donc j'aimais bien que ce soit quelque chose qui puisse accompagner les gens dans leur quotidien. C'est un temps long qui est permis aussi avec le podcast. J'avoue. Donc c'était des portraits. Oui, je pense qu'on a eu une petite coupure, si vous pouvez revenir un peu sur le début de votre phrase. Ah, pardon. Alors, je disais que j'aimais le format audio parce que c'est un format qui peut être long aussi et qui peut accompagner des auditeurs dans un peu n'importe quelle situation, quoi. Et voilà, mais en fait c'était un projet d'écriture d'abord, ce podcast. C'était des discussions que j'avais avec des gens, je les enregistrais et puis j'écrivais leurs portraits. Et je me suis dit que je voulais quand même que ce soit des histoires qui puissent être entendues, parce que j'ai vu toute la richesse des échanges. Et l'idée du podcast est née, puisque assez logiquement, puisque je les enregistrais, je me suis dit alors là, la case manquante, c'est d'apprendre à monter et à mettre ça sur les ondes. Donc c'est la case que j'ai remplie, quoi, grosso modo. Mais c'était d'abord une démarche d'écriture. Et cette question de l'intimité, donc l'intimité de l'écoute de ce podcast, mais aussi vous la travaillez dans le format, vu que ces podcasts sont enregistrés dans votre salon. J'imagine qu'il y avait un choix derrière cette localisation spécifique. Alors oui et non, c'est vrai que c'est un podcast indépendant, je fais tout toute seule, donc j'avais pas non plus de studio d'enregistrement. J'aurais pu en trouver, c'est vrai, mais j'avais effectivement, en fait, j'ai très rapidement compris que c'était des sujets hyper intimes, donc, et qui sont pour la plupart de mes invités la première fois qu'ils en parlent. Et je me disais que voilà, je voulais qu'ils se sentent
à l'aise. J'avais pas envie d'être dans un environnement un peu aseptisé. Je voulais que ce soit une manière de leur ouvrir un peu mon monde, puisque moi je vais les questionner sur leur monde. Je voulais qu'il y ait un peu un donnant-donnant. Et puis voilà. Je trouvais que c'était un cadre un peu sympa. On boit du thé et on parle au creux du canapé dans un micro, donc ça crée une atmosphère déjà de confiance, ouais. Et voilà, c'est un contexte cosy. Donc, comme vous le disiez, vos invités n'ont pas nécessairement l'habitude de parler de leur situation, de leur vécu. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a peut-être pas nécessairement une indifférence, mais un manque d'habitude d'écouter ce type de récit? Clairement, c'est des récits qui sont entre guillemets sous-représentés dans les médias, hein. Parce que déjà les gens ont un peu la tête dans le guidon déjà entre guillemets, quand ils sont en train de, si c'est des parents ou si c'est des frères et sœurs, on est un petit peu, quoi qu'il arrive, en train d'essayer de trouver des solutions, d'accompagner, d'aider. Enfin, il y a toujours toutes sortes de problématiques, et donc en fait, c'est des choses qui sont difficiles en fait à mettre en mots, parce que ça soulève énormément d'émotions. Énormément de questions quant à la manière dont nos sociétés sont bâties, la manière dont nos sociétés fonctionnent. Et donc, je pense que les gens en parlent parfois avec leurs proches, mais la plupart du temps, on se sent souvent incompris, en fait, parce que, à part avec des personnes concernées, c'est très difficile de partager les mêmes préoccupations. Donc, et puis surtout, juste, c'est, en tout cas pour les parents et les frères et sœurs, je sais que c'est douloureux, en fait. Et donc on peine à mettre en mots. Pour les personnes concernées par des handicaps, c'est encore différent quand elles peuvent s'exprimer. Enfin, encore tout dépend du niveau du langage, mais il y a des personnes qui sont tout à fait capables de s'affirmer et de parler et de, si elles le veulent, mettre des mots sur le handicap, alors que d'autres n'ont pas ces capacités, tout simplement. Parce qu'un trouble du langage, parce que difficulté cognitive, parce que timidité, parce que veut pas faire de vagues, parce que, etc. Et donc, ça, c'est des choses qui entravent en tout cas la possibilité de conversation. Est-ce que vous avez un retour d'expérience des personnes que vous avez pu rencontrer? Je pense notamment plus aux personnes de l'entourage, sur comment ils ont vécu ce temps de témoignage, de mise en récit de leur expérience. Franchement, pour la plupart, d'ailleurs tous, très bien. Je pense qu'il y en a qui ont vraiment pris ça comme une opportunité de mettre leur pierre à l'édifice et de, par leurs expériences, partager un petit peu. Et puis si ça peut aider quelqu'un juste comme un soutien émotionnel, génial, parce que ça fait un peu, le podcast, ça fait aussi un peu des voix qui sont amies, c'est des amis imaginaires et des personnes auxquelles on peut s'identifier et qui font du bien. Mais il y a aussi tout simplement des outils, en fait, des parcours. Donc quelle école, quel service, quel professionnel, etc. Ou alors comment gérer une situation dans la rue, par exemple, quand il y a un regard trop pesant et qu'on sait pas trop comment se dépêtrer ça, mais on a envie de dire quelque chose. Enfin, il y a toutes sortes de cas de figure comme ça, de moments de vie dont on parle, et puis on s'inspire un peu les uns les autres, et on voit que certains ont bien réagi, d'autres ont mal réagi. Nous, on se dit bon, moi au milieu de tout ça, qu'est-ce que je suis? Et donc ça, voilà. Mais je pense qu'il y en a pas mal donc qui ont vu ça comme une opportunité de mettre leur pierre à l'édifice. D'autres pour qui ça a été juste un soulagement, genre de se confier, en fait, et que ce soit pas chez le psy, mais de raconter l'histoire en entier, en fait, parce que je pose des questions vraiment sur déjà d'où vient la personne que je suis en train d'interroger, donc un peu le contexte social, culturel, économique, histoire de comprendre un petit peu à qui on parle. Et puis ensuite, on parle vraiment du comment on navigue, entre guillemets, la vie par le prisme du handicap. Mais ouais, je pense qu'il y a... Parfois, ça fait juste du bien de parler, en fait. Oui, donc vous avez mentionné cette idée de mettre une pierre à l'édifice. Il y a presque une volonté
rendre visible ces parcours, ces différents handicaps. Ouais, mais parce que avec la représentation, en fait, si on en entend plus parler, dans les médias notamment, dans des livres, dans des films, etc., ça permet aussi d'avoir une conscience collective qui s'éclaire, parce que les personnes en situation de handicap sont très souvent isolées, marginalisées. Les lieux les ESAT par exemple, ou les écoles, etc., sont la plupart du temps en périphérie des villes. Si les personnes sont pas autonomes, elles font des déplacements en voiture, donc soit avec leurs parents, soit avec des services. À Paris, par exemple, c'est la PAM. Donc il y a très peu d'endroits où on se croise, en fait. Il y a très peu d'endroits où on sociabilise. Et ça fait que les gens n'ont pas du tout conscience même de l'existence de certaines personnes qui sont juste leurs voisins, en fait, et qui sont dans leur quartier. Et il y a un besoin de vivre ensemble, en fait. On apprend tous par mimétisme, on apprend en étant les uns avec les autres, et il n'y a pas de raison que des personnes handicapées, parce qu'elles ont un handicap, qu'il soit physique ou mental, n'aient pas accès au même lieu que tout le monde. Il y a plein de gens qui, notamment à mobilité réduite, ou aller au cinéma, même dans une ville comme Paris, bonsoir, se balader dans la ville, il y a plein d'obstacles, même des mini-trottoirs, aller au resto, il y a plein de choses comme ça qui sont inaccessibles et qui fait qu'il y a une population, en fait, qui passe un peu sous le radar, alors qu'elle est bien présente. Il y a des millions de personnes qui sont concernées en France. Et justement, au travers du podcast et notamment de vos réseaux sociaux, des plateformes de discussion, est-ce que vous avez des retours de personnes qui ne sont pas concernées par un handicap, que ce soit le leur ou celui d'un proche, qui vous font ce retour d'avoir été un peu plus sensibilisés à la question ? Ouais, et ça c'est vraiment quelque chose que je savais pas si ça allait venir ou pas, mais j'ai été très agréablement surprise d'avoir des gens qui ne sont pas du tout concernés du coup, et qui comprennent mieux, en fait, tout simplement, ou qui ont juste été tout d'un coup pas confrontés, mais qui ont pris connaissance, en fait, tout simplement. Ils ont juste appris qu'il y avait ces réalités-là, parce qu'ils l'avaient pas du tout dans le radar, en fait. On pense pas à des choses qu'on n'a jamais vécues. On pense pas à des gens avec lesquels on n'a jamais discuté. On pense pas. Enfin voilà, c'est juste des choses qu'on met pas du tout dans notre conscience au quotidien. Donc voilà, il y en a plein qui ont aussi appris à juste déconstruire des situations, quoi. Quand il y a quelqu'un, par exemple, qui s'exprime de XY manière ou qui montre une certaine tension, etc., les gens arrivent à se dire que c'est pas très grave, en fait. C'est juste que ça peut être des spasmes, ça peut être une grande timidité, ça peut être que la personne n'arrive pas à trouver ses mots parce qu'il y a des troubles du langage qui sont comme ça, et ça déconstruit une peur qui peut être bâtie très très vite, et un rejet qui en découle. Donc j'ai plein d'étudiants qui m'écrivent et qui utilisent Décalé dans leur programme de recherche, par exemple, dans des thèses, en cours. Donc non, ça c'est assez génial, et donc c'est des personnes là pour le coup qui s'intéressent au sujet mais qui sont pas forcément concernées directement au quotidien. Donc ouais, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une espèce de boîte à outils un peu émouvante, quoi, pour comprendre, quoi. Et du coup, donc votre podcast est structuré en différentes saisons qui sont un peu thématisées par type de personnes, on va dire. Donc la première saison se consacrait à la fratrie, la deuxième sur des témoignages de personnes porteuses de handicap, et la troisième qui vient de commencer se concentre sur la question de la parentalité. Et du coup, je voulais vous demander pourquoi avoir choisi d'aborder le handicap par l'entourage et notamment la fratrie et les parents. J'ai commencé par les frères et sœurs parce que moi je suis sœur, je suis petite sœur, et j'avais envie de discuter avec d'autres frères et sœurs. En fait, on tend, de manière générale, pas qu'avec le handicap, mais on adore classer et mettre dans des boîtes avec des super jolies étiquettes des gens qu'on considère comme semblables, quoi, et qui fonctionnent bien ensemble. Moi, j'avais envie de mettre des perspectives de personnes qui portent cette même étiquette dos à dos pour voir à quel point c'est différent et à quel point le monde est plus complexe que ça. Les réalités des uns et des autres se ressemblent peut-être par des défis
à surmonter et des émotions en commun, mais que finalement les chemins et les trajectoires étaient extrêmement différentes. Donc j'ai voulu d'abord m'adresser aux frères et sœurs, voilà, parce que je suis sœur. Et c'était ma manière de me sentir légitime en fait de commencer un podcast. Je savais que j'avais pas envie de faire un épisode frères et sœurs, un épisode personnes concernées, un épisode professionnel, un épisode parents, parce que je tenais vraiment à ce qu'on nuance en fait cette notion de étiquette entre guillemets et à amener vraiment toutes ces différentes perspectives. Et parce que aussi les frères et sœurs, on parle peu de nous, de plus en plus, mais on est quand même nous aussi un peu sous le radar parce qu'on est censé aller bien puisqu'on n'a pas de handicap, alors que non, on est témoin d'énormément de choses, on a une grande responsabilité, ça impacte nos vies indéniablement. Et donc voilà, c'était un peu pour ça. Et puis ensuite, j'ai voulu que des personnes en situation de handicap prennent le micro, pareil, parce que on donne souvent la parole aux parents et aux professionnels, mais très rarement aux personnes concernées. Donc je me suis dit, voilà. Donc il y a un jeune homme trisomique, il y a un jeune homme autiste, il y a une femme qui a une sclérose en plaques. Donc c'est vraiment des handicaps mentaux, physiques et psychiques. J'ai pas non plus fait de distinction. Voilà, c'est tout type de handicap, visible, invisible, mental, physique, psychique, parce que je voulais explorer la notion de décalage en fait. Les frères et sœurs sont décalés d'une certaine manière parce qu'ils ont une réalité à la maison qui est ce qu'elle est. Les personnes en situation de handicap se sentent décalées aussi parfois au quotidien parce qu'on a des sociétés qui sont pas adaptées. Les parents, pareil, qui doivent faire face à la réalité d'un enfant qui a peut-être d'autres manières d'apprendre, d'autres manières de se déplacer et dont le système parfois et auquel le système résiste parfois ont cette réalité décalée. Et donc je voulais vraiment explorer cette notion en fait qui est par ailleurs ce qui nous lie tous. Qu'on ait un handicap ou pas, on se sent tous décalés, on s'est tous déjà sentis un peu à côté dans une situation. Donc je voulais faire appel un petit peu à cette notion de faire un pas de côté et qui pour moi éveille la notion simple d'empathie en fait. Si on se souvient un petit peu de comment on s'est senti quand on se sentait un peu décalé, on peut se mettre à la place de quelqu'un qui au quotidien fait face à un décalage et peut-être qu'on aura un peu plus d'espace pour lui et qu'on prendra le temps de le comprendre. Vos entretiens et les témoignages que vous récoltez sont souvent très émouvants, très chargés en émotions, positives ou négatives. C'était aussi une volonté de votre part de présenter le bien et le mal dans ces témoignages ? Je voulais que les choses soient telles qu'elles sont en fait. Donc il y a des choses plus difficiles que d'autres, mais je trouve qu'il y a quand même dans l'ensemble une grande douceur, même si on aborde des sujets effectivement denses. On peut parler de choses assez bouleversantes. Ça fait partie de la vie en fait, et il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir les vivre mieux. Il faut pouvoir trouver les accompagnements dont on a besoin. Il faut pouvoir trouver une épaule si on en a besoin. Il faut pouvoir trouver un psy si on en a besoin. Donc je voulais vraiment que les choses soient exposées telles qu'elles sont. Et j'avais pas envie d'un podcast militant. J'avais pas envie, mais il l'est un peu par nature parce que voilà. Mais je voulais pas quelque chose de violent. Je voulais quelque chose de pur. Et donc ça vient avec ses joies et ses peines. Et peut-être plus sur les aspects pratiques. Vous avez mentionné que vous étiez donc un podcast autoproduit. Quels sont les défis de la production, justement, de rendre visibles ces récits de vie, parfois un peu denses, un peu qui peuvent aussi être très touchants, mais un peu bouleversants. Moi, c'est vrai que on me dit ça parfois, que on me dit Léa, ton podcast il est hardcore, et moi je dis ah bon parce que moi ça me passionne en fait. Mais évidemment je comprends que c'est des histoires bouleversantes et j'en suis moi-même bouleversée. Non, je pense que ce qui est difficile dans la production indépendante, c'est que t'es indépendante, t'es seule et en finalité, personne t'attend. T'as peut-être des auditeurs qui vont te dire « Ah, mais j'ai hâte que la saison sorte et c'est génial. » Et avoir des retours des auditeurs, c'est un gâteau, quoi. C'est un bonbon, c'est génial. Parce que c'est la raison pour laquelle je le fais, quoi. C'est pour les autres, c'est pour créer du lien et c'est pour du partage. En plus de trouver des solutions, en plus d'aider.
Mais je pense que c'est vraiment juste être solo et devoir se motiver seul. C'est très chronophage le podcast. Il faut savoir que c'est une 40aine d'heures par épisode de travail. Donc voilà, faut les sortir, surtout quand on travaille à côté. Moi, par ailleurs, c'est un projet qui prend de plus en plus de place dans ma vie. J'ai été résidente d'un projet de résidence qui s'appelle la Villa Albertine cette année. Donc, en fait, il grossit et il faut que je sois un petit peu à la page. Il faut que je puisse gagner de l'argent avec. Et c'est un petit peu ça. C'est un format gratuit que les gens peuvent consommer gratuitement et c'est formidable. Et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Je voulais vraiment que ce soit un truc que tu peux trouver, quoi. Que peu importe ton contexte économique, tu as accès à ce contenu qui est précieux. Mais voilà, le revers de la médaille, c'est que c'est un peu compliqué économiquement. Ça prend du temps, mais c'est génial. Franchement, vous avez parlé de ce programme de résidence et peut-être pour nos 5 dernières minutes, peut-être évoquer peut-être les suites, les ambitions que vous avez aussi pour cette démarche, peut-être des nouveaux sujets, des nouveaux terrains. Bien sûr, j'ai commencé la 3e saison la semaine dernière qui est consacrée aux parents. Donc première saison frères et sœurs, 2e personne concernée par un handicap et 3e parent. Et j'ai enregistré de janvier à avril aux États-Unis à la Villa Albertine des épisodes qui constitueront une nouvelle saison ou alors juste un nouveau décalé parallèle en anglais. Donc voilà, les suites du podcast, c'est un podcast qui sera international, qui est vraiment génial et dont les histoires seront c'est quand même des perspectives extrêmement différentes. Nos sociétés ne fonctionnent absolument pas de la même manière en France et aux États-Unis, donc il y aura encore plus de choses à apprendre les uns des autres et peut-être qu'en croisant des expériences comme ça outre-Atlantique, des idées nous viendront, des nouveaux modèles de choses à développer naîtront en France et voilà, donc la suite est en anglais. Et puis, projet de livre aussi et d'autres créations qui sont des désirs très forts, mais on va voir comment ça va se dérouler. Et justement, ce décalage, ce nouveau décalage d'être passé de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que vous avez donc bien dit que c'était des contextes de société très différents. Est-ce que vous notez une différence dans le regard qui peut être porté sur le handicap ? Pas forcément dans le regard qui peut être porté sur le handicap. En revanche, dans la manière dont les gens fonctionnent au quotidien, il y a un constat qui est peut-être assez basique, mais qui en dit beaucoup, je trouve, qui est qu'en France, on a un système social qui est mine de rien excellent. Qui n'existe pas aux États-Unis. Donc en fait, les gens sont beaucoup plus force d'initiative. Ils se soutiennent beaucoup plus les uns les autres. T'as beaucoup plus de mini-communautés en fait qui se créent et qui sont hyper solides. Les gens, il y a beaucoup de mécénat privé, il y a beaucoup de philanthropie, chose qui existe très peu en France. On attend beaucoup de l'État, je trouve, en France, et je pense que on a à apprendre les uns des autres en ce sens, parce que les États-Unis, c'est un peu marche ou crève, désolée pour l'expression, mais voilà, si t'as pas des ressources financières conséquentes ou une éducation à la hauteur, ça peut être très 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 difficile. Alors qu'en France, quoi qu'il arrive, tu auras toujours quelque chose, tu auras toujours une aide, même si c'est pas suffisant, qu'on se le dise. En revanche, là-bas, il y a des assos et des organisations et des programmes de beaucoup plus grande envergure mais qui coûtent hyper cher, mais qui existent. Donc voilà, mais les problématiques sont les mêmes. Trouver une bonne école, trouver un lieu où l'enfant, l'ado s'épanouit, penser à une vie possible, à un chemin possible, à un métier possible, et avoir un regard qui mette plutôt l'emphase sur les potentiels et sur les possibles plus que sur ce que la personne n'arrive pas à faire. Ça, je pense que c'est international, ce problème-là. Il faut réussir vraiment il y a un peu cette expression changement de regard, quoi, mais à se dire que c'est pas parce que une personne a un quelconque empêchement entre guillemets qu'elle
qu'elle est incapable en fait. Il y a des possibles partout et c'est ce qu'il faut chercher. Et sur ce très joli mot de fin, nous allons devoir rendre l'antenne. Léa Hirschel, encore merci de cet entretien. Merci à vous. Je rappelle donc que votre podcast s'appelle Décalé au pluriel et qu'il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute avec la 3e saison qui vient de commencer et dont on vous recommande l'écoute chaudement. Absolument. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de Radio Anthropocène et à bientôt. Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, la santé.